Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur l'intelligence artificielle version 2025. On en entend parler tout le temps, mais bon, concrètement, ça change quoi pour le business, la création, nos boulots? C'est la question clé. Effectivement, l'IA, ce n'est plus juste de la science-fiction, hein. Elle est là, elle agit, et pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va regarder différentes choses. Des analyses de cabinets comme IDC, des retours de créateurs, ce qu'on trouve sur des forums comme Reddit, des articles de fond aussi. D'accord. L'idée, c'est de faire une sorte de synthèse, de comprendre les vrais impacts. Comment l'IA redessine les stratégies. Qu'est-ce qui émerge pour créer, vendre des produits digitaux? Et puis cette fameuse automatisation, ça veut dire quoi comme compétence? En gros, trouver un peu les clés, quoi. Absolument. Alors, on peut commencer par le virage stratégique dans les entreprises, puis on regardera la création de produits digitaux avec l'IA. Ensuite, l'automatisation, sa puissance, et on finira sur les modèles économiques et ce qui se profile. Parfait. Alors, ce virage stratégique, les sources disent que ça bouge vraiment. Hier, l'IA, c'était surtout pour optimiser ce qui existait déjà. Le blog du dirigeant dit 94% des chefs d'entreprise l'utilisaient comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, plus de la moitié, 54%, ils voient ça comme un vrai moteur de croissance, d'innovation. C'est plus juste faire mieux, c'est... Et c'est faire autrement. Exactement. Et même, pour beaucoup, c'est une question de survie. Une étude française, toujours via le blog du dirigeant, montre que 58% des patrons de PME et TI pensent que l'IA est vitale pour eux d'ici 3 à 5 ans. Ah oui, quand même. Oui, c'est significatif. Et l'effet sur les revenus, il est concret. Salesforce a montré que 91% des PME qui utilisent l'IA constatent une hausse de leur chiffre d'affaires. Donc ça marche. Et logiquement, ça se voit dans les budgets, j'imagine. IDC, le cabinet d'analyse, il prévoit que les dépenses dans le numérique vont grimper 7 fois plus vite que l'économie en 2024. Tout à fait. Les entreprises mettent le paquet. Elles sentent qu'il faut y aller. Et l'IA, c'est une grosse partie de cet investissement. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne fait pas qu'améliorer l'existant, ça crée de nouveaux modèles économiques. Le blog du dirigeant en liste plusieurs, par exemple. Par exemple, le passage du produit au service, c'est une tendance forte. L'exemple de Michelin est parlant. Ils vendent plus seulement des pneus, mais un abonnement au kilomètre, géré par l'IA. Ça change la relation client, ça crée des revenus récurrents. Oui, c'est malin. Et il y a quoi d'autre? La personnalisation de masse. Grâce à l'IA qui analyse finement les données clients, on peut faire des offres hyper ciblées. McKinsey dit même que ça peut augmenter les ventes jusqu'à 40%. 40%? C'est énorme. Oui, c'est considérable. On voit ça chez des acteurs comme Klarna, par exemple, avec leurs recommandations d'achat très personnalisées. D'accord. Et la monétisation des données? C'est un autre axe, oui. Le data as a service. Certaines entreprises vendent des données anonymisées à d'autres via des plateformes spécifiques. Et puis, bien sûr, les modèles freemium, très répandus dans l'IA, une offre de base gratuite pour attirer, et des fonctions avancées qui, elles, sont payantes. Classique, mais efficace. Très efficace pour démocratiser l'accès. Et il y a un dernier modèle, peut-être plus disruptif, la tarification à la performance. C'est-à-dire? L'idée, c'est de facturer non pas l'outil IA, mais les résultats qu'il apporte. Par exemple, les économies faites sur une chaîne logistique grâce à l'IA. Ça aligne vraiment les intérêts du fournisseur et du client. C'est assez nouveau comme approche. Ça change pas mal de choses. Et au niveau de l'organisation des entreprises, IA? Ça bouge aussi. IDC pense que d'ici 2026, un quart des 2000 plus grandes boîtes mondiales auront un Chief AI Officer, un directeur de l'IA, au niveau 6-8, donc au top niveau. Un poste dédié à l'IA, carrément. Oui, parce que ça devient un enjeu stratégique majeur à piloter. Et pour les employés, plus bas dans la hiérarchie. L'impact est massif aussi. La même source, IDC, estime que 90% des travailleurs du savoir vont interagir avec l'IA dans leur travail quotidien d'ici 2026. 90%. Waouh! Ça pose direct la question des compétences alors. Avoir l'outil, c'est bien, mais faut savoir s'en servir. Exactement. Le fameux reskilling, la requalification, ça devient crucial. 77% des cadres voient l'IA générative, celle qui crée du contenu, comme un levier de productivité. Mais ça demande une adaptation des compétences à tous les étages. Ok, donc l'IA transforme la stratégie, les business models, les métiers. Mais si on prend un peu de recul, pour un créateur, un entrepreneur solo peut-être, comment on utilise l'IA pour créer et vendre des produits digitaux aujourd'hui ?
Très bonne question. Ce qui remonte beaucoup, notamment sur des plateformes comme Reddit, c'est une idée forte. En 2025, pour les produits digitaux, la clé, c'est l'hyper-spécificité. Fini les trucs génériques, le marché est saturé. Hyper-spécificité, c'est-à-dire? Donne-nous un exemple. Au lieu de vendre un guide de productivité tout venant, il vaut mieux proposer un planificateur pour réussir son concours d'infirmière ou un modèle de compta simplifié pour les photographes freelance. Des trucs très ciblés qui répondent à un besoin précis d'une niche. D'accord, je vois. Et quel type de produit marche bien dans cette veine? On parle souvent de planificateurs ou de modèles très nichés, oui. Aussi des mini-cours, des guides très courts et pratiques, les gens préfèrent ça aux grosses formations maintenant. Des ressources pour d'autres créateurs, genre des templates graphiques, des sons, des modèles pour Notion aussi, c'est très populaire, ou même des petits abonnements pour des mises à jour régulières. Et l'IA, elle aide comment là-dedans? Pour créer plus vite, j'imagine. Tout à fait. L'IA devient un super assistant de création. Un créateur comme Jérôme Kay met en avant Gemini 1.5 Pro de Google, qui est gratuit en plus, pour aller beaucoup plus vite. Il propose même un top 5 des produits faciles à faire avec l'IA. Ah oui, intéressant. C'est quoi son top 5? Alors numéro 1, selon lui, le plan d'action étape par étape. C'est concret, ça se vend bien. L'IA peut aider à définir les étapes, à rédiger. Ok, logique. Et ensuite? La formation vidéo, ça a une grosse valeur perçue, donc on peut vendre plus cher. L'IA aide pour les idées, les scripts. Et si on n'aime pas être devant la caméra, il y a même des outils d'avatar, IA, maintenant. Intéressant. Quoi d'autre? Troisième idée, la feuille de calcul ou le calculateur. Super pratique, ça résout un problème direct, genre calculer les frais eBay. L'IA peut aider sur la structure, les formules. C'est un bon produit d'appel, pas cher. Oui, le genre de petit outil qui sauve la vie. Exactement. Quatrièmement, l'e-book court, genre 30-50 pages max. Parfait comme lead magnet pour récupérer des emails ou comme petit produit d'appel. L'IA peut aider à écrire vite et même à adopter un style particulier si on lui donne des exemples. Et le dernier? Le quiz. Excellent pour collecter des emails de façon ludique, c'est très important pour construire sa liste sur le long terme. L'IA peut générer plein d'idées de thèmes et de questions. Ok, donc l'IA aide à créer vite des produits très ciblés, mais pour les vendre, ça se passe comment? Les méthodes changent aussi. La stratégie reine qui revient partout et que Jérôme K conseille aussi, c'est de combiner deux choses. Construire une audience sur les réseaux, YouTube, et faire du marketing par email. L'email, toujours l'email. Ça peut être très rentable si on a le bon produit. Pourquoi c'est si efficace l'email? Le retour sur investissement est souvent dingue. On parle de 36 € gagnés pour 1 € dépensé. Et surtout, ça permet de créer une vraie relation. On n'est pas dépendant des caprices des algorithmes des plateformes. Le chemin classique, attirer avec du contenu gratuit, offrir un petit truc sympa, le quiz, le mini-guide contre l'email, et ensuite envoyer des emails pour créer du lien avant de proposer le produit payant. Et les places de marché, genre Etsy, tout ça? Ça peut être un début, mais pour faire des revenus sérieux, c'est moins recommandé. Il y a les commissions, une concurrence énorme qui tire les prix vers le bas, et puis on ne maîtrise pas la relation client. C'est plus dur de bâtir quelque chose de solide. Et l'IA peut aider pour le marketing aussi, ou il faut faire attention? Elle peut aider, oui, pour trouver des idées de contenu, des angles d'attaque. Mais il faut faire très attention à garder une touche humaine, surtout dans les emails. Le style robotique de l'IA, ça fait fuir. L'authenticité, c'est la clé. Bien noté. On a vu l'IA comme moteur stratégique, comme assistante pour créer et vendre. Parlons maintenant de l'automatisation IA. Ça fait un peu peur parfois, mais j'ai l'impression que c'est une compétence qui vaut de l'or. C'est exactement ça. Et attention, il faut bien distinguer l'automatisation IA d'aujourd'hui de l'automatisation plus basique d'avant. Lee Motley, un expert du sujet, explique bien. L'automatisation IA, c'est quand des systèmes utilisent l'IA pour faire des tâches complexes qui demandaient avant un cerveau humain. C'est pas juste copier une info d'un endroit à l'autre. Tu peux donner un exemple de cette complexité? Imagine un système qui reçoit un email d'un client. Il ne se contente pas de le classer. Il l'analyse, il comprend si c'est urgent, il sait à qui l'envoyer dans l'équipe et il peut même préparer un brouillon de réponse personnalisé. Tout ça automatiquement. C'est ça, la couche d'intelligence en plus. Lee Motley compare ça à une chaîne de montage digitale. Il y a plusieurs étapes clés. Un déclencheur, ce qui lance tout, des filtres pour trier, des actions, ce que fait le système, la fameuse couche d'intelligence où l'IA réfléchit, un formateur pour préparer les données et une sortie, le résultat. Et on construit ça avec quels outils?
il y a des plateformes qui sont un peu le cerveau de tout ça, comme Make.com, Zapier ou NKN. Elles permettent de connecter plein d'outils différents. Des bases de données comme Airtable, des messageries comme Slack ou Gmail, des IA comme ChatGPT, des agendas, des formulaires. C'est un vrai écosystème. Ça a l'air super puissant, mais peut-être un peu compliqué à mettre en œuvre, non? C'est là qu'est l'opportunité. Entreli donne un exemple assez bluffant. Automatiser la qualification de prospects et la création de devis. Ah oui? Comment ça marche? En gros, un prospect remplit un formulaire. Les infos vont dans Airtable. Une IA dans Airtable fait un premier tri, budget suffisant. Si oui, ça déclenche le workflow sur Make.com. Une IA va chercher des infos sur l'entreprise, puis un agent vocal IA appelle le prospect, lui pose des questions qualifiantes. L'IA analyse l'appel. Si le prospect est chaud, une IA rédige une proposition sur mesure qui est envoyée direct. C'est fou, ça de faire gagner un temps incroyable. Et ça permet à une petite structure, voire une personne seule, de faire beaucoup plus. Exactement. C'est ce que souligne aussi Dynamique Entrepreneuriale. L'IA permet aux freelance, aux petites boîtes, de scale, de grandir, sans forcément recruter à tour de bras. Automatiser la compta, le support client de base, la création de brouillons, l'analyse de données, ça libère un temps fou pour se concentrer sur l'essentiel. Du coup, si cette compétence en automatisation IA est si précieuse, comment on peut la monétiser? Il faut être un crack en code? Pas forcément au début, non. Léa Motley insiste, les entreprises cherchent ces compétences, 66% veulent recruter là-dessus, il suffit souvent d'avoir juste un pas d'avance. On peut commencer par proposer de la formation ou du conseil, aider les boîtes à voir où elles pourraient automatiser. Ça, c'est accessible avec une bonne compréhension des outils et des concepts. Et si on veut aller plus loin, mettre les mains dans le cambouis? Alors là, on passe à l'implémentation. Construire vraiment les systèmes pour les clients, ça demande plus de technique, c'est sûr. Pour démarrer, Oatly suggère soit de passer par son réseau perso, soit de créer du contenu utile, des tutos, des études de cas, et de le partager dans des communautés en ligne. Donner de la valeur d'abord, ça attire des clients. Logique. Et si on regarde les modèles économiques de l'IA générative elle-même, celle qui crée des choses? Le blog Roboto fait un bon tour d'horizon. Le freemium, c'est la base pour attirer les utilisateurs. On le voit partout avec ChatGPT, Midjourney. Pour les entreprises B2B, le modèle API as a Service est très porteur. On paye à l'usage pour intégrer l'IA dans ses propres services. Il y a aussi le marché des modèles IA sur mesure pour les gros besoins spécifiques. Et les géants de la tech, ils font quoi? Ils intègrent l'IA dans leurs écosystèmes existants, Microsoft avec Copilot, Google avec Gemini, dans Office ou Google Workspace. Ils misent sur leur base installée énorme. Et puis, il y a des modèles basés sur la pub ou les données, avec les questions éthiques que ça pose, et on voit émerger des sortes d'App Store pour agents IA spécialisés. Quels sont les gros défis aujourd'hui et les tendances à venir? Les défis, c'est surtout les coûts d'infra, les questions de droits d'auteur, les biais et la dépendance à quelques gros acteurs. Côté tendance, IDC remarque que les boîtes nées dans le digital, les Digital Native Businesses, adoptent l'IA générative beaucoup plus vite. Elles investissent 5 fois plus. Ils se disent aussi que les grandes plateformes digitales déjà bien installées vont probablement rafler une grosse part du marché. Et on va voir apparaître de nouveaux indicateurs de performance, des KPI, pour mesurer l'impact business réel du digital et de l'IA. Les patrons attendent ça. 80% veulent que leurs équipes tech priorisent le digital first pour atteindre les objectifs de revenus d'ici 2027. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Si on devait retenir les points essentiels... Alors, premièrement, l'IA, ce n'est plus juste un outil pour faire des économies, c'est vraiment stratégique. Ça change le business model en profondeur. Deuxièmement, pour ceux qui créent des produits digitaux, la niche, l'hyperspécificité, c'est la clé. Et l'IA est une aide incroyable pour produire vite. Troisièmement, l'automatisation grâce à l'IA, c'est une compétence qui a de plus en plus de valeur. On peut commencer à la monétiser sans être un développeur fou, et ça permet vraiment de changer d'échelle. Et enfin, il y a plein de façons de faire de l'argent avec l'IA elle-même, freemium, API, sur mesure. Comprendre ces modèles, ça aide à y voir plus clair dans ce monde qui bouge très très vite. Tout ça est super intéressant, mais ça laisse une question en suspens, peut-être plus profonde. Si l'IA fait de mieux en mieux des tâches qu'on croyait humaines, analyser, créer, décider, qu'est-ce qu'il nous reste, à nous, les humains? Quelles sont les compétences qui deviennent, non pas obsolètes, mais au contraire encore plus précieuses? C'est une excellente question. Et c'est la réflexion de fond à avoir. Au-delà de juste savoir utiliser l'outil IA, qu'est-ce qui fait notre différence irréemplaçable? Peut-être la capacité à poser les bonnes questions,
L'intelligence émotionnelle, le travail en équipe, la créativité vraiment originale, celle qui sort des clous, le jugement éthique. Identifier et cultiver ces compétences-là, c'est sûrement ça la clé pour non seulement s'adapter, mais bien vivre et prospérer dans ce nouveau monde. Une belle piste de réflexion pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.